Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 15 décembre 2023, il est 8h et nous allons vous accompagner comme d'habitude jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà sur place. Mina, bonjour. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Le jaune te va à merveille. Ouais, j'aime bien. Toi Ça aussi, change, le marron, j'aime bien. Merci beaucoup. Mais ça change par rapport au Ça jaune. change, oui. Ça fait rappeler un petit peu le printemps, ça fait rappeler un petit peu Exactement. l'été. Et pourtant, nous avons eu de belles pluies hier. De belles pluies, ça va continuer. Ça C'est va une bonne continuer. nouvelle. Ah, Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, vient avec une très belle couleur et avec de très belles, Ah bah de oui, très belles écoute, nouvelles. ça Ouais. fait longtemps que je t'ai pas vue. Donc, Oui, oui, c'est vrai, fallait venir avec de bonnes nouvelles aujourd'hui. Exactement. Effectivement. Alors aujourd'hui, Mina, nous allons nous intéresser à la littérature, ça te dit? Oui. Un bon livre avant de dormir, Ah oui, toujours. hein, avec une bonne tisane. Toujours. Bon, la Eh, tisane, bon, non. La tisane, non, non, c'est non. pas ton, c'est Ouais. pas ton dada. Je préfère... Ça te fait rappeler les grippes? Non, ça ne fait pas rappeler les grippes, mais j'allais te dire... Un chocolat chaud, allez pour toi. Voilà, je préfère... Allez, attends, un chocolat tu me chaud dis pour un toi. livre, une tisane, écoute... D'accord, bon. De toute façon, le programme, on en le même temps, connaît, t'as vu l'âge que 9h30. Pardon? ça fait un peu... Oui, bon, alors le programme, on le connaît, 9h30. Ce sera un bon café. Voilà. Et avant de dormir, un bon chocolat chaud pour toi et une bonne tisane pour moi. Oui, si tu veux. Hein, Ben écoute. voilà. Et ben si Je on va préfère. parler de littérature, c'est parce qu'on va revenir sur deux romans qui se suivent au fait. C'est une continuité d'une très très belle histoire où on s'identifie. Hein. Donc ça se passe quelque part en Kabylie, là où un jeune donc veut sortir du village pour tenter la grande aventure de la ville. Sympa. Franchement, oui, c'est très intéressant de Voilà. voir les étapes et l'expérience qu'il va avoir. Que le jeune Ayesh va Exactement. effectivement vivre, mais c'est très humain, ça ressemble beaucoup aux jeunes, hein, de vouloir Exactement. toucher un peu à tout, de faire de nouvelles découvertes. Vivre une aventure. Voilà, On a vivre tous, une aventure. un jour, on a tous eu envie d'aller ailleurs, de vivre carrément Oui. une aventure. Eh ben voilà, donc on va revenir sur l'histoire de Ayesh, lui, qui a décidé donc de mener cette aventure. L'astronomie, ça te dit? Oui, j'aime Ah, bien. c'est sympa. Hein? Beaucoup, oui. Oui, N'est-ce pas? franchement, oui. Voilà, Très. ça fait rêver, hein, l'astronomie un peu. Ça fait rêver et quand on rentre dans ce milieu, on se pose énormément de questions et Beaucoup de questions. et on n'a jamais, enfin, pas on n'a On se pose jamais, des mais questions et on se remet en question. on se remet en question et on a rarement des réponses à nos Effectivement. questions. Effectivement, et bien justement, les clubs scientifiques, les étudiants, on le dit à chaque fois, ils ne cessent donc de nous impressionner avec tous les événements qu'ils organisent. Là, c'est un autre club scientifique de l'Université d'Alger 1, la fac centrale. Oui. Et c'est un club donc, qui va organiser un très très bel événement autour de l'astronomie. Donc, ils pourront répondre à quelques questions auxquelles on ne trouve pas de réponse. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Eh ben voilà, donc on va revenir un petit peu sur l'organisation de cet événement autour donc de l'astronomie Race of Space. Voilà. Et l'art, bien sûr, toi tu aimes bien. De quoi? La peinture, l'art J'aime plastique, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Eh ben nous allons avoir un artiste avec nous ce matin qui sera parmi nous, lui, qui a donc organisé une très très belle exposition. Et comme chaque samedi, bien entendu, on Non, aura on est un vendredi. rendez-vous. Pardon. Pourtant, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Oui, mais bon, avec ton problème de date. Oui, bon, je suis pas en très bonne conciliation avec. On dirait que je suis presque que ce soit demain, mais bon. Mais du tout, hein. Mais pas du tout, hein. Ah oui? Vraiment, bon, allez, c'est vendredi aujourd'hui. On est vendredi. C'est vendredi 15 décembre 2023, on est d'accord. Pour Voilà. le moment. Pour le moment. Pour le moment, on est d'accord. Pour le moment, on est d'accord. Donc, alors, comme chaque vendredi, ce sera un rendez-vous avec notre cher docteur, donc docteur Fethi Benachnou. Et cette fois-ci, il va s'intéresser aux infections du moment. N'est-ce pas? Donc, les bronchites, les angines, les petites grippes, il va s'intéresser donc aux infections respiratoires hautes. Et à partir d'aujourd'hui, donc chaque vendredi, on aura un rendez-vous avec notre collègue Amir Nebesh, lui, donc, qui viendra nous parler donc d'un point cinéma, et cette fois-ci il va s'intéresser à deux personnages qui nous ont beaucoup marqué. Donc un qui a marqué la littérature contemporaine algérienne, l'autre qui a marqué le cinéma, le théâtre algérien, à savoir Azdin Boudjoubi, Malik Haddad aussi. Voilà pour le programme de cette matinée, ça te va? Impeccable. Merci beaucoup à Mary Makak qui l'a programmé pour nous. Mais avant cela, tu nous annonces de bonnes nouvelles aujourd'hui. De très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles, une carte bien variée et Exactement. bien généreuse. Oui, oui, surtout, mais ce sera juste après cela.
موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc de retour, et Mina nous promet de belles nouvelles pour aujourd'hui. Les belles nouvelles, c'est bien entendu les pluies. Les pluies, exactement. Les pluies, un peu au nord. Nord, oui, est. oui, surtout à l'est. Hein, surtout à l'est. Beaucoup à l'est. Oui. Voilà. Donc on parle beaucoup de bonnes nouvelles. Tu veux nous les donner, ces bonnes nouvelles? On est pressés. Hein. Oui, avec plaisir. Grosse pensée à Amel Laribi aujourd'hui. Très grosse pensée à Amel. Qu'elle sera très contente du bulletin météo d'aujourd'hui. Elle adore ça. Voilà. Tu nous donnes un peu plus de détails? Oui. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est effectivement beaucoup de pluie pour cette journée, notamment vers la partie est, des averses donc vers la partie est, quelques pluies sur le centre. Les chutes de neige affecteront les reliefs intérieurs, notamment celles du centre et de l'est. Et puis sur la partie sud, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé avec de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest, le Sahara central et le long des frontières algéro-maliennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera des températures en baisse avec un minimum de 7 degrés à Al-Bayadine à 9 du côté de Djelfa, on notera 11 à Tiaret, Constantine, Betna, 16 degrés à Alger, 17 degrés à Annaba, 18 degrés à Oran, Tlemcen, 17 à Gardaya, 15 degrés à Bécha, 23 degrés à Tindouf, 19 à Adrar, 20 degrés à Insalah et enfin 29 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on montrera une mer très agitée sur le centre et l'est, calme un peu agité cette fois-ci, vers la partie est avec des vents entre 10 et 20 km/h, vers la partie est entre 30 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 30 jusqu'à 50 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Il y a beaucoup de pluie à Vienne, un ciel assez couvert. Du côté de Kiev, Berlin, Londres et Paris, un ciel dégagé. À Rome, Madrid, on notera de la neige à Moscou. Côté température, eh bien, on notera 7 degrés à Londres, 10 à Paris, 15 à Rome, 12 à Madrid, 4 degrés à Vienne, 14 à Istanbul et enfin, moins 5 degrés à Moscou. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. En plus, il y avait des flocons de neige et tu me l'as même pas dit. Bah écoute, c'était la surprise. Fallait me dire qu'il y avait une surprise. Pourquoi? Pour que je m'y attende. Bah non. Ah bon? C'est le principe de la surprise. J'ai failli la rater. Failli. 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 Écoute, tu vois, à moins ça que je l'aurais raté, j'aurais pas. Si on te fait un anniversaire surprise, on va pas te prévenir. Attention, tel jour, on va te faire une surprise. Mais je saurais, parce que de toute façon, c'est la période. Oui, mais non, mais tu peux pas savoir s'il y a une surprise ou pas. C'est le principe, faut pas te le dire. Non, mais non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec ce que Clément vient de me dire. Je me demande ce qu'il vient de dire. Là, je vais pas le dire. Je suis d'accord avec lui, je vais juste appliquer. J'arrive. Donc la bonne nouvelle ou la surprise d'aujourd'hui, je l'ai vu de toute façon hier sur les réseaux sociaux, particulièrement les hauts plateaux, sétifs. Exactement. Elle commençait réellement, vraiment à se, comme on le dit chaque année en hiver, à porter son beau manteau rouge, blanc. Oui, oui. Pourtant, là, je suis en bonne conciliation avec les couleurs. Pourtant. Et les dates, les couleurs. J'étais en train de penser à la petite Champéran rouge, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas le lien. Voilà, je ne vois pas non plus grave. le lien, même si l'histoire, elle se passe au printemps, mais je ne vois pas non plus le lien. Donc, pour revenir à Sétif, elle portait sa belle robe blanche. Voilà. C'était sa belle robe blanche. Sétif. Elle a commencé hier. Oui. N'est-ce pas? Et tu viens de nous confirmer cela. Merci pour la bonne nouvelle et pour la belle surprise. Non, ça y est, je vais m'y mettre. Conciliation avec les dates, conciliation avec les couleurs, je vais m'y mettre. Oui, parce que je vais m'y mettre. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Mina, on se retrouve à 9h30 pour un bon café, n'est-ce pas? Oui. Quelle couleur le café? Normalement, il est marron très foncé, il n'est pas noir. Voilà, ça va. Normalement. Ça va. Et tu vois, je suis en bonne conciliation quand même. Je me rattrape. En tout cas, merci beaucoup, Mina. On se retrouve tout à l'heure après une activité du midi, après 19h avec un peu plus de détails. Exactement. Peut-être de la neige sur Alger, qui sait? Peut-être, oui. Peut-être, pourquoi pas. On verra tout à l'heure.
Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Mina. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être pause en solidarité avec nos sœurs et nos frères, les Palestiniens qui continuent à vivre. Sur le plateau et comme chaque vendredi, Dr Fathi Benachnou est déjà parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, صباح الخير. Comment ça va? معكم مبروك. Ça se passe bien? C'est un plateau riche. Riche aujourd'hui, n'est-ce Même pas? les coulisses. Je préviens les téléspectateurs, il y a encore du... Il y a de l'effervescence. Il y a encore du jus dans le Voilà, couloir. il y a de l'effervescence. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, docteur, Oui. n'est-ce pas? Amir, bonjour. Bonjour Nora. Comment ça va? Ça va, quel plaisir Ça, c'est- de rencontrer Dr Benachnou. Bah, merci pour moi. Hein. Non mais ça va, on se rencontre. Hein, Je ça va. fais les jaloux du matin, moi. La jalouse. Les jaloux, d'une manière générale. Ah, moi, Non, ça, me fait, faufile. ça fait vraiment très longtemps qu'on ne s'est Ouais. pas rencontrés sur un plateau. Il faut savoir juste qu'avec Dr Benachnou, on avait déjà fait une thématique, si vous vous rappelez,
C'était en Les 2010. débuts de l'émission. Début de qui a- Laquelle des émissions De ciné-thématique. Ciné-thématique, d'accord. 2017 pour un film, je crois que c'est Le papillon ne volera plus. C'était ça. C'est Ah, pour le un papillon peu, ne volera plus. C'était donc ouais. le danseur, le fameux chorégraphe, Sikili, ouais, le c'est ça. premier cas de VIH. Exactement, et C'était c'était ça. Ouais. Dr Benachenou qui est venu un peu nous parler de Ouais. l'utilité du cinéma pour tout simplement sensibiliser les gens à se comporter mieux par rapport à des fléaux. Les Et arts donc, depuis- audiovisuels. Moi, Voilà. je dis les arts. Parce que Et donc c'est depuis, un vous art. vous n'êtes plus retrouvé sur un plateau télé depuis 2017 Si, on se 2018? croise bien évidemment Non, dans sur un les plateau couloirs, télé. mais comme Sur un ça, plateau télé. avoir Benachenou en chair et en os en face, voilà. Depuis 2017. Ouais, Eh ben voilà, C'est un mille. la télévision. Attention à ça aussi. Eh ben Mais voilà, je vais faire la- un reproche, si vous permettez, en public. là. D'accord, on va régler nos comptes. Non, Allez, je vais faire l'arbitre. j'attends, et je en ai parlé il y a 2-3 ans, un Ouais. merveilleux film italien Ouais. qui s'appelle Membas sur la ville. Mhm. C'est comment on a reconstruit la ville après la Deuxième Guerre Oui. mondiale. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses avec un bon débat sur ce. Et il faudrait. Alors j'ai vidé mon Voilà. cœur. On y pensera, Amir, n'est-ce Inch'Allah, pas avec plaisir. Inch'Allah, Avec Inch'Allah, plaisir. pourquoi pas. En tout cas, Non. marhaba bikoum, c'est toujours un plaisir Ouais, de ça vous fait avoir plaisir de vous avoir. La sur le maîtresse plateau. de cérémonie aujourd'hui. Non, bah, Momentanément, oui, momentanément. momentanément. Bah, juste le temps de bonjour d'Algérie. Ah bah, c'est N'est-ce ça, pas hein, c'est tout l'essentiel. Bah, il est ici. je peux continuer à le faire dans les coulisses, il n'y a Bah pas oui. de problème. En tout cas, aujourd'hui, docteur, en votre compagnie, on va parler d'actualité. Donc, c'est vraiment les infections qu'on va beaucoup rencontrer lors de cette saison, n'est-ce pas? Donc, qui reviennent à chaque fois. Ça va être les infections respiratoires hautes, n'est-ce Alors, là, il faut préciser certaines choses au départ. On a un appareil respiratoire. Un appareil respiratoire pour des considérations anatomiques et réelles, Oui. on l'a partagé. Et il y a une zone qu'on appelle la zone ORL, otorino-laryngo, c'est celle qui se trouve au niveau, avec le langage courant, la gorge. Mais la gorge est une étape, est une zone extrêmement importante. Avant d'arriver au poumon, il y a cette zone orange au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, al-hamjura, comme on dit chez Oui. nous, là. Et c'est un carrefour extrêmement important. Il y a beaucoup d'éléments anatomiques. Les plus importants sont ce qu'on appelle les amygdales. L'ouzatain, j'aime mieux ce mot Oui. en arabe, l'ouzatain. C'est très poétique. Très Hein? poétique. N'est-ce pas? L'ouzatain, c'est les amygdales. Ensuite, On on a. voit sur le schéma, docteur. Voilà, regardez comme c'est une zone assez importante et assez compliquée. On dirait le côté en Europe, l'Europe de l'Est, tout ça avec ce découpage. On fait de la métaphore. Hein? Toujours, Oui. bien sûr, Oui. soyons métaphoriques. Et là, c'est important parce que vous avez les voies nasales, qu'on appelle, on appellera ça après. Ensuite, vous avez la gorge. Il y a les atteintes infectieuses qu'on appelle le rhinopharynx, Oui. c'est-à-dire c'est une zone anatomique rhinopharynx. C'est là où on a une rhinopharyngite. Oui. Toujours en médecine, il faut toujours prendre le HIT. La fin, ça veut dire soit c'est une infection, soit c'est une inflammation. Pour désigner rhino, c'est le nez, et rhinopharyngite, c'est la jonction entre le nez et le début du pharynx, la gorge. Vous voyez, ce sont des étapes extrêmement importantes et surtout les amygdales. Elles sont très sensibles et très vulnérables parce que, surtout au virus, parce qu'elles sont en contact avec le monde extérieur. C'est à travers cette zone ORL qu'il y a une pénétration, par exemple, de l'air, mais en même temps des virus, ce qu'on a appelé les virus aériens. C'est ce qu'ils empruntent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre un masque dans le sens où on va protéger, on va filtrer, entre guillemets, la pénétration de cochonneries au niveau de la gorge. Ensuite, ça descend. Alors, en médecine, on a découpé le système respiratoire en zone haute, système respiratoire haut et système respiratoire bas.
parce que ça continue avec les bronchioles et tous ces éléments. Le plus important, surtout la saison Rana, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, et surtout le fait qu'on reste dans des endroits... Et le changement d'une saison à une autre aussi. De saison à l'autre. Et on a les amygdales qui font partie... On le retrouve, le fameux système immunitaire. Effectivement. Elles font partie du système immunitaire. Amir, quelques sensibilités par rapport à la saison pour vous? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, Moi, système j'ai toujours- immunitaire assez costaud? Ouais, mais c'est vrai que j'essaie un peu plus de me protéger, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'avais de petits problèmes par rapport à ça. Une sensibilité par rapport aux particules fines. Parce qu'il y a pollution des fois, et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Mais après, il faut savoir se protéger et surtout faire des cures. Je ne sais pas si vous pouvez le préconiser, c'est-à-dire quand il y a le week-end et tout, les gens qui font des randonnées, partir dans des endroits au climat plus sec. Hein, ça ramène de la fraîcheur et un nouveau enfin, de l'oxygénation des poumons et pour leur permettre de se régénérer. Voilà, docteur, je reviens à vous. Vous avez évoqué un point très important qui sont les amygdales. Donc, ils sont très sensibles, on le sait. La question que je vous pose par rapport aux amygdales, donc il y a beaucoup de décisions parfois qui sont prises par rapport aux amygdales. C'est l'une des décisions les plus très bon élève. Là, je vous donnerai une bonne note. J'ai un bon enseignant, hein, n'est-ce pas? Depuis tant que nous sommes ensemble, docteur, n'est-ce pas? Donc la première décision que les parents vont faire, c'est d'enlever les amygdales, donc d'extraire les amygdales, particulièrement chez les enfants qui font comme ça des infections répétitives. Chauffez, c'est extrêmement sensible et délicat de parler des amygdales. Parce qu'on fait souvent, nous, c'est rentré dans le langage courant, un dérangé. Et même certains confrères et consoeurs, dès que le patient entre, il a une angine, l'angine, c'est tout un monde. Il y a deux façons d'avoir une angine, deux types d'angines. Il y a les angines virales. Les virus sont toujours là. Mais il y a les angines bactériennes, c'est-à-dire des microbes qui nécessitent... Ce sont, docteur, les fameuses angines rouges et angines blanches. Alors, oui, là c'est important. C'est une bonne élève, j'ai un bon enseignant. Et c'est là où je m'adresse aux parents. Il faut qu'on examine une gorge. Une gorge est examinée avec du matériel basique. Hein. C'est ce qu'on appelle les abaisse-langues, le petit morceau de bois. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas aller à la télé ou faire de la télé-réalité ou la télémédecine. Non, il faut examiner la gorge. On va voir deux éléments. Il n'y en a pas 1000. Soit les amygdales sont gonflées, rouges et brillantes. Alors, dans 95% des cas, c'est ça. Et là, c'est une angine virale. C'est la grippe des amygdales, pour résumer. Vous avez l'autre façon, 5%, regardez pas, c'est les amygdales seront suppurées, il y aura des taches, ça, c'est bactérien. Et un élément clinique, c'est pour ça que j'insiste sur ce qu'on appelle la clinique. Il faut voir ce que présente le malade. Très souvent, les gosses ont une haleine fétide, c'est-à-dire ils sont tout mauvais. Il y a une dégradation dans les deux cas de l'état général, une flatulence, une façon d'être fatigué, ça c'est. Mais ne pas avoir, et je m'adresse à mes confrères et aux parents, ne pas aller directement aux antibiotiques. Ça ne sert à rien. Surtout l'automédication. Ça, il y a des mamans, et là on voit que c'est une maman, il y a des mamans qui vous disent docteur, qu'est-ce que vous me prescrivez? Non, c'est pas la peine de mettre cet antibiotique, il m'en reste. Or, il faut, on l'a dit, on l'a répété, un traitement. C'est une certaine quantité, une certaine dose, un certain nombre de jours de prescription. Une durée. Parce que quand vous prenez un antibiotique, par exemple, dans une angine bactérienne, au bout de 48 heures, vous allez ressentir l'évolution. Alors les mamans, qu'est-ce qu'elles disent? J'ai vu mon gosse, il a repris, il a commencé à bouger. On arrête le traitement. Mais là, vous n'avez fait qu'anesthésier. Il faut une dose nécessaire. Donc vous voyez, j'insiste, les infections respiratoires hautes, globalement, c'est des trucs légers qui demandent, comme a dit Amir,
une désinfection avec l'eau de mer, avec du sérum salé. Il ne faut pas aller chercher des trucs compliqués. Parfois, prendre un paracétamol, là, c'est indiqué pendant 2-3 jours, c'est tout. Et voilà des infections respiratoires hautes, et elles sont très fréquentes. Une chose qui va rendre beaucoup plus grave, c'est pharyngite, c'est laryngite, c'est la pollution de l'air. Ça, c'est très important. Par exemple, être dans un embouteillage. Oui. Avec le dégât, l'embouteillage, bon, à part le côté que ça énerve, que ça, on est pressé, mais il y a des dégagements de gaz et on les respire, ce qui fait que ça entraîne. Là, c'est dans le sens du terme, c'est une agression de la muqueuse. Ce qu'on a là, c'est notre enveloppe intérieure, c'est des muqueuses qui sont très sensibles. Et à la longue, les agressions, parfois mini-agressions dont on ne se rend pas compte, à ce moment-là, on a les gens qui utilisent, par exemple, les femmes au foyer, qui utilisent les produits nettoyants, la javel. La javel, on voit que c'est un liquide, on le voit. Mais beaucoup plus grave, il y a le gaz qui en sort. On rentre dans fait les WC ou la salle de bain, on ferme la porte et on y va. Et la femme, et on reçoit très souvent ces éléments-là. Donc, vous voyez que c'est une zone extrêmement sensible et parce qu'elle est en relation avec le milieu extérieur. Effectivement. Alors, docteur, pour revenir encore une fois à ces infections, alors c'est vrai que ce sont des infections très vite passées, donc très vite on peut les prendre en charge. Cela dit, nous n'avons pas toujours le réflexe d'aller voir un docteur. Donc, c'est soit l'automédication, et ça on en parle à chaque fois, on sensibilise là-dessus, c'est soit les astuces de grand-mère. Donc, ça va être des tisanes, ça va être du miel, ça va être... Et on se dit, donc, c'est pas la peine d'aller voir le médecin, donc ce sont des remèdes qui vont me faire du bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ne pas aller chez le médecin, il ne faut pas avoir ce réflexe tout de suite. Dès que j'ai une petite mouche là-dedans, il y a toujours un espace-temps que l'on doit gérer. Ni panique, ni légèreté. Il y a une chose. C'est vrai que les remèdes de grand-mère, mais il faut... Ça peut aider. En tant que médecin, moi je tiens compte de la personne, de l'état sanitaire, entre guillemets, de la personne. Est-ce qu'elle est déjà allergique? Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle allait? Il y a tous ces éléments-là qui rentrent dans la prise de décision. Et là, les remèdes de grand-mère, bien, moi je donnerais un truc que j'utilise pour moi-même, mais en faisant attention, prendre la vapeur d'eau. Là, elle aide beaucoup. Prendre une casserole, pour ça qu'il dit il faut faire attention, il faut éloigner. Et quand l'eau commence à bouillir, il y a de la vapeur d'eau, elle humidifie tout le tractus, elle humidifie la zone ORL. Après, on peut rajouter des plantes médicinales, par exemple. Plantes médicinales, tout ça, bon, le za'atar, tout ça, j'utilise moi. Mais si la chose... il faut être à l'écoute de son corps. Le corps, on voit des signaux. Je suis bien, attention, je commence à faire tous ces éléments-là. Il faut connaître son corps. Si on voit que les choses n'évoluent pas, mais qu'elles involuent, dans le sens où j'ai des fièvres, là je crois qu'il ne faut pas trop tarder, il faut aller chez le médecin et surtout l'automédication. C'est la catastrophe dans ce pays, dans notre pays, dans mon pays, c'est la catastrophe. On a un accès, on dit qu'il n'y a pas de médicaments. Non, je crois que l'accès aux médicaments en Algérie est le plus libre au monde. Le plus libre. On peut avoir accès à tout ce qu'on veut et on trouve tout ce qu'on veut. Mais sauf que cet accès doit être bien précis pour certains types de pathologies comme les cancers, comme ça. Et surtout les antibiotiques. Est-ce que vous savez que la science ne découvre plus d'antibiotiques? Vous savez que maintenant, on reprend les anciennes formules d'anciens antibiotiques et on essaye de les remettre à la page et on fait des tests et on fait... Je crois que ce qui est important, c'est que, premièrement, les infections ORL hautes, respiratoires hautes, ça, alors surtout, ça n'a rien à voir avec les sirops. S'il vous plaît, là, on y va pour les sirops. Et ce qui est maintenant, il y a une nouvelle notion au niveau des médicaments, quels qu'ils soient, c'est les SMR.
service médical rendu. On l'évolue. Et tenez-vous bien, je ne vais pas encore... On va terminer sur ça. Cette notion de SMR, elle commence à être déplacée. Il y a autre chose. Et j'arrête là. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour encore une fois de nous avoir vulgarisé un peu plus par rapport à ces infections et nous sensibiliser. On va passer à Amir. Alors, Amir, il a choisi. Oui, pour faire la jonction, ça ne va pas être facile. Mais... Ça ne va pas être facile, mais en tout cas, une chose est sûre. Oui. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le choix de Amir aujourd'hui va beaucoup vous faire plaisir parce qu'il a choisi 2 piliers. Donc, un pilier du cinéma algérien et du théâtre, et un autre pilier de la littérature contemporaine. Ah oui, oui. On va avoir la projection là, moi je serai intéressée. Et on a parlé en votre compagnie, on a eu l'occasion dans quelques rubriques, parce qu'en compagnie de Fethi Benachnou, avant de commencer la rubrique, on fait un peu le tour. Hein, oui. N'est-ce pas? On fait un peu le tour de la question, culture, musique. C'est ça la santé. La voilà. santé est un état de bien-être physique, mental et social. Alors, Amir, il va nous faire redécouvrir, on va dire, 2 grands piliers de la culture, absolument, culture, parce que littérature, cinéma. Tout, théâtre radiophonique. Après, si j'avais à faire la jonction entre moi et Dr Benachnou, je dirais que il faut, c'est vrai, se faire réparer, se faire guérir de ces maladies, mais avec plusieurs moyens, parce que c'est vrai que la thérapie médicinale, je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais en tout cas, il reste aussi d'autres thérapies telles que les arts, la musique, la littérature, le théâtre, le cinéma. Ce sont finalement un état de bien-être social. L'état de bien-être social. Voilà, c'est la définition de l'OMS. Pour se porter bien, parce qu'on a déjà vu des cas de personnes réellement atteintes de maladies très graves et s'être guéries avec des méthodes que vous n'envisagez même pas, c'est-à-dire avec de la musique et la musicothérapie. Ah oui, la musicothérapie. Je vous donne une notion. À l'hôpital psychiatrique de Blida, à l'époque de France Fanon, à l'époque, on faisait sortir certains malades dans le cadre de leur réinsertion sociale. On les emmenait au cinéma. C'est vrai. Ils prenaient leur place et moi, comme on voyait, ils arrivaient et c'était la réinsertion sociale. Pour être franchement dans la réalité des exemples, parfois vous avez des personnes qui sont malades, parfois atteintes de pathologies psychiatriques ou psychologiques. Vous savez, quand elles regardent par exemple des films comiques algériens, par exemple Atman Aliouet, le fait d'en sourire, d'en rigoler, eh ben, ça permet justement de se porter mieux et de voir encore mieux la vie. Et puis, pour un petit peu arriver à notre thématique du jour, c'est un coup de cœur que j'ai toujours eu pour ce film qui s'appelle L'Olivier de Boulhilet de Mohamed Nadir Azizi. C'est un film que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Bonjour d'Algérie, parce qu'en réalité, je faisais un petit peu des reportages et des petits sujets comme ça concernant le cinéma, et je tombe sur ce film qui est bien entretenu au niveau des archives, parce que la qualité elle est super belle, et en fait c'est comme disait Yazid Ait Mahidine, il me disait Amir, quand le film se termine, il faut très bien lire le générique de fin. C'est pas fait gratuitement, parce que généralement quand le film se termine, on dit pas c'est noms qui défilent, mais parfois vous trouvez des noms incroyables. Par exemple, vous pouvez trouver que la musique est celle de Cherif Kortbi, magnifique musique qui est très sensible, qui va très bien avec le récit de Malek Haddad, de cette pièce radiophonique. Vous allez trouver Allel, le grand Rachid Ben Allel, qui est l'un des pionniers du montage en Algérie, et puis Tahar Harhoura qui nous a quitté, l'un des producteurs prolifiques de l'ancien Nancy, c'est cette production cinématographique algérienne. La belle époque du cinéma en Algérie. Et puis vous avez un Asdin Medjoubi qui y joue. Avec des personnalités du théâtre de Constantine, comme Antar Hellel, comme Rachid Zermi, voilà, exactement. Et quand vous finez un petit peu pour un petit peu comprendre ces histoires, parce que quand on regarde un film comme ça, comme un téléspectateur ou un spectateur dans une salle de cinéma, on ne connaît pas l'histoire qui est derrière ce film. Qui sont ces personnes, pourquoi le choix de ces personnes, etc. Et en fait, Mohamed Nadir Azizi a voulu réunir le réservoir du théâtre algérien, qui a été toujours en avant-garde pour le cinéma. C'est-à-dire que le réservoir du théâtre a toujours donné du cinéma. Rappelez-vous, par exemple, si on prend un film comme celui de L'Opium et le bâton de Ahmed Rajdi, bien sûr inspiré du roman L'Opium et le bâton de Mouloud Mamri, sorti en 1965, vous allez trouver que tous les comédiens
sont les pionniers d'un théâtre révolutionnaire algérien. Djeloul Bash Jarrah, Mustafa Kateb, Rouichet, Boualem Raïs. Vous avez aussi Kuiret, qui était dans la troupe du FLN. Vous avez aussi Mahidine Bachtarzi qui joue dans ce film. Si on prend pour la participation étrangère, on a Jean-Louis Trintignant et Marie-José Nat, deux comédiens engagés. Quand on dit généralement des intellectuels, ils sont forcément engagés. Ce sont des gens qui ont combattu l'idée du colonialisme partout dans le monde et ils ont été engagés en Algérie. Et on laissé des traces dans l'histoire du cinéma. Effectivement, donc vous allez trouver cette base théâtrale en réalité qui a donné au cinéma algérien une particularité. C'est vrai que quand on regarde le cinéma algérien, on a l'impression que tout le temps, il y a quelque part une histoire liée à la quête d'identité, à la terre, à l'amour de sa propre patrie, même si on est dans un sujet autre. Parce que le film de Mohamed Nadir Azizi ou l'histoire de Malek Haddad, c'est une histoire d'amour entre un jeune qui vit dans un village très très éloigné, aride, avec une fille qui aime et qui n'a pas les moyens de se marier avec. Et en fait, ce sont des paraboles. Parce que dans ce film-là, Medjoubi va tout simplement consulter un derwish. Et le derwish apparaît tout le temps dans les films algériens. Je ne sais pas si quand vous voyez Chronique des années de Braise, où Mohamed Lakhdar Hamina joue lui-même le derwish. C'est un peu plus marqué en Algérie, mais c'est toujours beaucoup plus pour jouer ce rôle de la sagesse populaire, celui qui guide les gens, celui qui rend les gens, qui redonne aux gens l'espoir. Et c'est cette rencontre, mais qui joue dans ces deux films de Azizi, le derwish, c'est Momo. C'est le chantre, bien sûr, et le plus iconique, j'allais dire, enfant d'Alger, de la Casbah, qui a joué, bien sûr, l'excellent film de Zinette, rappelez-moi, c'est un très beau film, Yahya Yadidou. Momo est dans ce film, et Azdine Medjoubi y joue. J'ai envie de voir quelques extraits, parce qu'on a préparé un extrait, pour juste vous mettre en diapason avec cette passion. Ça fera beaucoup plaisir à Dr Benachnou, n'est-ce pas? Cinéma. Je suis venu assister à une séance de cinéma, c'est bien. Parce que je crois que la scène, elle est juste magnifique. L'actrice, c'est Zoulikha. Il y a un regard mais extraordinaire, presque théâtral, mais qui se colle bien au cinéma. Regardez. Allez, on va voir donc un extrait de l'Olivier de Bouhilat et on se retrouve juste après. C'est donc un extrait de l'Olivier. Je crois que comme c'était un mordu de cinéma, je crois qu'il s'est oublié de voir le film. Et... Le problème, c'est qu'on s'est tous oubliés. Voilà le problème. Alors, un regard. Voilà. Lui, au fait, ce que j'étais en train de me dire, la magie du cinéma de cette époque-là, c'est qu'on n'avait pas beaucoup besoin de scénario. Je veux dire, scénario parlé. Donc le jeu est tellement présent. Vous savez, la musique, elle est tellement expressive. Oui, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des comédiens actuels. Mais ce qu'il faut dire réellement, sans aucune ambiguïté, peut-être sans aucune hypocrisie, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, nous avions des instituts, et nous les avons encore. Mais je crois que, comme on a switché de période, je crois que cette accessibilité rapide à la chose, qui est venue avec les réseaux, a rendu les gens un petit peu feignants. Et cette génération, peut-être, de Medjoubi et plein d'autres, ce sont des mordus du savoir et de l'académisme. En fait, Amir, on peut dire que cette génération est une génération de légendes, finalement, de cinéma, de littérature, de véritables légendes. C'est des gens curieux de ce qui se passe. Vous savez, ils lisent toutes les grandes pièces théâtrales mondiales, de Gogol, de Stanislavski, toutes ces méthodes de Brecht, etc. Ils avalent tout. Par exemple, pour Medjoubi, il s'est toujours donné cette latitude, cette liberté d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Par exemple, Hafilat c'est une adaptation de Hassan Abou Qudous, voleur de l'autobus, qui était un succès fou avec l'interprétation de Azdine Medjoubi. Mais j'allais dire qu'en 1963, Azdine Medjoubi va intégrer le conservatoire très très jeune. Et c'est à la télé même, Nour, qu'il a fait ses premiers pas. Il y avait une génération de premiers acteurs qui ont fait ce fameux théâtre radiophonique en fait. Et ce théâtre radiophonique, il est essentiel. Parce qu'en réalité, ça vous permet de travailler plein d'aspects de l'interprétation, parce qu'on dit que c'est l'exercice le plus dur, parce qu'il faut faire sentir à l'auditeur
toutes les émotions, toute la gestuelle, toute l'interprétation qu'on ne voit pas finalement. C'est ce qu'on appelle en communication, Amir d'ailleurs, les moyens de communication chauds, parce que finalement le téléspectateur ou l'auditeur, il a besoin de faire un peu plus d'efforts, et donc l'acteur beaucoup plus d'efforts, parce qu'il n'a que la voix finalement pour faire transmettre toutes ces émotions. Exactement. Et donc c'est vrai que lorsqu'on vient concilier la voix et l'image, le son et l'image, donc les choses deviennent plus naturelles et on met plus de passion finalement dans le travail, et ça se ressent. Tous nos comédiens au théâtre, surtout l'Olivier, cet extrait que vous avez, il y a une chose, on sent qu'on est en Algérie et que c'est des Algériens qui vivent l'Algérie. Oui, absolument. On s'identifie tous finalement sur lui. Moi, ce que je reproche, ce que je constate, je ne reproche pas, les jeunes acteurs maintenant, et c'est une copie en dehors de l'Algérie. Oui, parce qu'il y a des influences. Aujourd'hui, docteur, nous sommes vraiment dans un monde de mondialisation. On vit la mondialisation. Mais est-ce que la mondialisation, c'est se déshabiller et perdre c'est beaucoup de choses, la mondialisation. Non, après, aussi, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elle n'est pas heureuse. Non, il y a une génération... Par rapport à quoi? Mais pardonnez-moi, il y a une génération, et c'est vrai que il y a des choses qui sont en train de se faire. Mais en réalité, ce que j'essaie juste de dire, que c'était prolifique. Moi, je vais vous dire tout simplement. Par exemple, le théâtre de Constantine, début des années 70, et bien avant, jusqu'aux années 95, 16, 17, 18, si vous regardez, moi j'ai un livre des productions, on est sur quelque chose comme 50-60 pièces théâtrales connues. Tout ça. Vous pouvez poser la question à Ali Aïssaoui, il peut vous répondre. Il y a une émission qui existait à la télé qui parlait de ça. On était et je pense que c'est le phénomène, c'est juste pour vous rejoindre. C'est-à-dire que les gens ne sortent plus à voir des pièces théâtrales. C'est pas parce que le théâtre n'est pas là. Le théâtre existe en Algérie et on a de bons comédiens et on a de belles pièces théâtrales qui ont raflé des prix dernièrement. Mais je pense qu'on ne sort plus. Il faut revenir vers ces habitudes d'aller dans une salle de cinéma, partir, débattre avec des amis autour bien sûr d'un film, sortir après le film, aller au théâtre, retrouver voilà, la fameuse ou le fameux bruit de la scène, les odeurs de la scène, les comédiens, le maquillage, la préparation, tout ça c'était J'ai eu la chance. Effectivement. Alors justement, j'ai eu la chance de voir Rouish en pièce de théâtre. Les concierges. Oui. J'étais. Ça, c'est une chance, docteur. Je me suis fondu. Voilà, vous pouvez en témoigner. Est-ce que c'est la même chose quand vous la voyez à la télé, par exemple? Non, c'est pas du tout la même chose. Il y a un écran. Non, c'est pas la même chose. Il y a quand même une espèce de complicité, de relation humaine qui se crée sur place entre la scène et le spectateur. Le problème cinéma, c'est l'écran. C'est l'interface. C'est du verre. Après, le cinéma ne se passe pas sur un écran comme ça ou comme ça. Cinéma, c'est 360 degrés quand on appelle les nouveaux dans une salle obscure, et c'est l'écran qui vous donne. Nouvelle technique électronique. Je sais pas, maintenant ils vous prennent, ils vous mettent dans une puce, ils vous envoient dans un film. Virtuel, c'est le monde virtuel. Mais sinon, Amel, un autre pilier aussi. Donc on a parlé d'un des piliers du cinéma, du théâtre. Il faut juste dire et rappeler que Medjoubi a été assassiné au perron du théâtre national en 1995, le 13 février. C'est pour dire tout simplement qu'il fait partie de cette génération de femmes et d'hommes courageux et courageuses qui ont dit non à l'obscurantisme et qui ont tout donné pour que l'Algérie soit toujours debout. Grâce à la culture, bien sûr. Grâce à la culture, c'était son arme finalement de combattre l'obscurantisme à cette époque-là. Vous voulez parler de Melk Haddad? Je voulais parler de Melk Haddad. Alors, regardez, n'est-ce pas, docteur? C'est un autre pilier que Amir a choisi. Bien sûr, Melk Haddad, c'est tout simplement, quand je vous dis Melk Haddad, c'est tout de suite l'élève et la leçon. C'est l'élève à la leçon. Tout de suite. Alors là aussi, permettez, j'ai connu Melk Haddad. Quelle chance vous avez. Je faisais mon internat en psychiatrie chez le professeur Ben Miloud et professeur Laborde à Drid Hussein. Et Melk Haddad venait régulièrement discuter. Ils étaient amis avec le professeur Ben Miloud. Ah oui, quelle chance. Alors, juste pour dire que l'élève... Il fait déjà jaloux ce matin, docteur. Vous savez, Melk Haddad, c'est une personnalité très sensible.
parce que je ne vais pas parler de tous ces poèmes, cette littérature, parce qu'elle est connue. Vous n'avez qu'à taper Malik Haddad sur votre téléphone ou des moteurs de recherche et vous avez tout Malik Haddad, toute sa biographie, toutes ses œuvres. Mais Malik Haddad, c'est l'amoureux éternel de l'Algérie. Oui. C'est quelqu'un qui respirait l'Algérie, qui, d'ailleurs, pour dire que le parallèle dans le film, ce qu'il avait écrit, il avait tout de suite mis dans le film l'olivier, qui symbolise en fin de compte la fertilité de la terre, oui. même dans un terrain aride, et la quête de l'eau pour Medjoubi, parce qu'il fallait retrouver ou trouver l'eau pour tout simplement irriguer ces surfaces et donner de la vie, donner de l'espoir. Parce que la question entre Habati et Medjoubi dans le film, c'était est-ce qu'on doit quitter, notre village ne sert plus à rien, on ne peut rien faire. Il y avait de l'eau dans un temps, mais là, ça n'existe plus. On doit aller à la ville et aller travailler dans une administration. Et Medjoubi se bat, il va trouver cette source d'eau. Il ne va pas permettre la cassure de cet olivier qui était tenu par Momo, bien sûr. Et c'est pour dire que toujours avec Malik Haddad, cet esprit d'enseignement et d'insuffler à celles et ceux qui le lisent rapidement cet amour de la patrie. Je vais terminer avec quelque chose de très très percutant. Moi, en fait, je suis parti à Constantine une fois pour faire une émission sur Malik Haddad. Et je salue notre collègue, Soraya Ammor, elle s'appelle. Elle travaille à la station régionale de Constantine. Et c'est une documentariste qui a fait un magnifique documentaire sur Malik Haddad. Mais il est d'une qualité extraordinaire. Et vous avez cette histoire incroyable entre Malik Haddad et Alloula. Parce que Malik Haddad faisait ses échappées au théâtre, etc. Et je vais terminer avec quelque chose qui va certainement vous parler. Serat Boumedine, à un moment donné, dans la pièce Les Généreux, le Djouet, dit quelque chose, à mon sens, de très puissant. C'est une déclaration d'amour, non pas juste envers les Algériens ou l'Algérie, mais envers l'avenir de ce pays. Malik Haddad écrit quelque chose de très très percutant. Il dit, au début de la pièce, et c'est justement Serrat qui interprète cette parole très très sage. Oui, il dit, si je venais à mourir, Malik Haddad, si je venais à mourir, enterrez-moi. Laissez-moi quelques jours dans ma tombe. Mais ne m'oubliez pas. Ouais. Ne m'oubliez pas parce que il faut revenir et récupérer mes os. Parce que les os et l'haykel azmi, comme on vous dit, les os le squelette, exactement, mon squelette, réitérez-le, sortez-le de la terre. Et faites-en un outil pédagogique pour nos enfants dans les universités qui veulent faire de la médecine. C'est ça, Malik Haddad. C'est jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout des os. Faites de moi un outil pédagogique pour améliorer votre connaissance, pour l'avenir de votre pays et pour l'Algérie. Voilà, et on termine pour ce grand sacrifice, même après la mort. En tout cas, ça a été un plaisir de partager le plateau en votre compagnie. Amir, on se retrouve finalement chaque vendredi désormais. Oui, parce que c'est comme ça que Myriam a voulu que ça soit, et toute la direction de Canal, et moi aussi. Et ça tombe bien avec bien sûr, le vendredi, parce que c'est aussi le jour de la diffusion de ciné thématique ce soir. Donc ce soir, il y aura Autopsie d'un complot de Mohamed Slim Riyad. Et notre invité, c'est notre ami, notre collègue qui se charge de la littérature, Jawed Rostom Touati, qui a un regard aussi et qui a une sensibilité littéraire assez importante. Pour ce soir à 21h. En tout cas, merci beaucoup. Merci Amir, donc on se retrouve chaque vendredi. Oui, avec plaisir. Docteur, merci beaucoup. On se retrouve vendredi prochain. Avec plaisir. Si c'est pour une rencontre. Je pense que c'est comme ça que Myriam l'aurait voulu. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous ce matin. On continue et nous allons encore parler de cette identité, de cette culture. Et cette fois-ci, ça va être à travers un objet qui marque l'identité algérienne, l'identité surtout de la région de Bou Saada. Nous allons parler du couteau de Bou Saada. Bou Saadi, le mousse de Bou Saadi. Voilà, Bou Saadi, exactement. Donc c'est le couteau de Bou Saada et c'est Mejda Djahmoun qui nous fait découvrir donc cet élément de notre identité. On se retrouve juste après. Dans son atelier empreint de chaleur et de métal, Mabrouk commence par allumer le feu pour se lancer dans une danse rythmée par le son du marteau frappant l'acier chaud à blanc.
Pour lui, l'artisanat est bien plus qu'une passion. C'est une affaire de famille transmise de génération en génération. Ses mains habiles façonnent des couteaux qui ne sont pas simplement des outils, mais des pièces d'art imprégnées de l'âme de la région. Le couteau de Boussaada était autrefois appelé le mous al-Arbi. Dans le nord algérien, on l'appelle le Boussaadi. La lame de cette œuvre doit obligatoirement être en acier. La poignée, quant à elle, on la fabrique à base de cornes de mouton ou de bois. Le tout est enveloppé avec la peau de chèvre qui sera ornée par la suite. L'ornement choisi est le même qu'on trouve dans les bijoux en argent de Boussaada. Le couteau de Boussaada se décline en plusieurs types. Certains modèles sont conçus pour des tâches spécifiques allant des travaux quotidiens ordinaires aux pièces de collection. Il existe beaucoup de types de couteaux de Boussaada. Le plus grand est utilisé dans l'accomplissement du sacrifice du mouton. Celui-là doit être tranchant afin d'éviter de faire souffrir la bête. Le deuxième est caractérisé par sa courbe. Il existe également un autre couteau spécial pour al-hijama et la circoncision des enfants. On peut offrir ce couteau en signe de respect et d'estime. Les touristes en prennent toujours comme souvenir de Boussaada. Au-delà de la maîtrise technique dont fait montre Mabrouk, c'est sa passion contagieuse et son engagement à transmettre cet héritage aux jeunes générations qui le distinguent. Cela fait plus d'un mois que je viens apprendre avec Mabrouk. Il faut protéger l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. C'est notre devoir. La meilleure des façons pour protéger notre héritage culturel est la formation. La matière première est disponible. Il faut juste savoir inciter les jeunes pour préserver ce savoir-faire ancestral. Ainsi, Boussaada tient sa renommée non seulement de ses couteaux, mais aussi de la passion incandescente de ses artisans qui ont transformé l'acier en un récit intemporel. Place à la littérature à présent et ce sera en compagnie de notre invité qui a fait le déplacement pour nous de Béjaïa. Il s'agit de M. Mohamed Bachir Verchouli. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à vous. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs et à toute l'équipe. Je n'oublierai pas bien sûr un petit clin d'œil à notre ami journaliste Halim Aouchi. Notre ami oui, et Madame Aoulmi, avec qui j'ai fait le premier roman. Le premier roman, voilà, effectivement. Et donc aujourd'hui, vous venez avec le deuxième roman, n'est-ce pas? Donc deux romans, L'écho du village et Sur les sentiers de la vie. Donc ce sont deux romans qui se suivent, donc c'est un petit peu la même aventure, n'est-ce pas, d'un jeune qui se lance dans l'aventure. Effectivement, le jeune, d'ailleurs le roman commence par le jeune qui s'extirpe des griffes du village pour se lancer. Ça c'est pour le deuxième. Pour se lancer dans l'aventure. D'ailleurs le premier, L'écho du village, qui se termine par Ayesh est parti. Alors on va peut-être revenir déjà sur le premier. Oui. On va revenir peut-être sur le premier roman. Donc là, il nous parle un petit peu de l'histoire de Ayesh, n'est-ce pas? Donc Ayesh qui est contraint finalement à vivre une vie de paysan. Effectivement, n'est-ce pas? Oui. Et Ayesh, effectivement, paysan, mais à un certain moment, il n'en pouvait plus avec cette vie. Et il entendait parler de l'autre vie, l'autre vie qu'il voulait à tout prix découvrir. Donc, à la fin du roman, il s'est lancé. Mais il n'y a pas que Ayesh dans le roman, il y a d'autres personnages. Et les personnages, ils véhiculent quand même une certaine moralité. Et là, avec le premier roman, nous sommes beaucoup plus dans des traditions ancestrales, avec la vie traditionnelle. Et tout ce qui se vit avec les anciens dans les villages, etc. Ensuite, le village, il a fermé ses portes, il a ramassé tout le monde, qu'il a gardé en toute sécurité, et puis... il vient le deuxième roman. Il vient le deuxième roman qui va donner, c'est les sentiers de la vie, d'ailleurs sur les sentiers de la vie. Pourquoi sur les sentiers de la vie? Parce que là, il y a des hauts et des bas. La vie, ce n'est pas une platitude, comme c'est écrit
à la 4e page de couverture. Oui. La vie, c'est quelque chose... c'est un relief. Oui, c'est un relief. Effectivement, c'est un relief. C'est des problèmes, c'est des joies, c'est des tristesses. Et puis, tout ça, ça fait la vie. Et Ayesh, il est là, il se lance, il tente sa vie ailleurs, il va en ville, il quitte le village pour aller en ville. Quelqu'un qui a fait toute sa vie donc, dans un village, un paysan, et qui va en ville, comment il va s'en sortir? Voilà la question. La question clé, elle est là. Bon, il va réussir dans un premier moment, parce que avec quand même sa démarche, avec son éducation dans la vie paysanne, avec toutes les traditions, parce que là, il était dans un espace un petit peu fermé, un espace qui est borné par des lois tacites, qu'on ne pouvait pas transgresser. Et quand il sort, là, il serait obligé de transgresser certaines lois pour s'accommoder à la nouvelle vie. C'est tout à fait une nouvelle vie. Mais quand même, il va réussir. Mais il va arriver à un stade où, avec son éducation, etc., il va tomber dans le piège de la ville, qui ne lui a pas... donc, ma tarhamch. Ma tarhamch, effectivement. Là, alors justement, Monsieur Farchouli, là, vous dites un mot-clé parce qu'on le voit dans le roman que Ayesh a été un petit peu influencé par son cousin, finalement, qui a tenté l'aventure de la ville. C'était un petit peu la faute de son cousin parce qu'il a dressé ce beau tableau de la ville, il a caché un petit peu le côté sombre, on va dire. Et donc, Ayesh a vu un petit peu toute la beauté de la ville sans pour autant savoir que c'est vraiment la rose qui a ses petites épines. En effet, d'ailleurs, son cousin Nasser, que quand il a vu Ayesh plonger, tomber, il se faisait des reproches. Il lui a dit, écoutez, j'ai mal fait de ne pas t'avoir parlé quand même du côté négatif de la ville, mais maintenant, on n'est plus là pour se culpabiliser, il faut trouver une solution. Et la solution est vite trouvée. Parce qu'il fallait quitter la ville, aller ailleurs. Il est parti sur Oran. Mais il ne faut pas oublier que Ayesh avait retrouvé sa mère qu'il avait perdue dans le premier roman. Il va la retrouver. Et là, sa mère qui s'est remariée, donc il va la chercher, il va la retrouver. Et il y a quand même des scènes très émotionnelles à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez lu. C'est très émouvant. Et là aussi, c'est important. Alors, je suis en train de lire, je ne suis pas encore arrivée au passage là où il a trouvé sa maman. Alors là, c'est, je crois, à la page 143, je ne sais pas. Je vais voir tout de suite. Je crois que c'est ça. Oui, mais c'est quelque chose quand même de très émouvant. Et on peut même lire le passage aux téléspectateurs, parce que là, c'est... Ah, voilà. C'est effectivement 143. Voilà, 143. Et vous avez, donc là, il le retrouve, il est face à sa maman pour une première fois, depuis qu'elle l'a quitté. Oui. Mais elle a de suite reconnu, apparemment. Oui, elle l'a reconnu immédiatement. C'est son fils, quand même, c'est son fils. Donc ça commence par là, à la vue de son fils. Oui. Voilà. Donc à la vue de son fils, elle alla s'affaler en criant « Ami, mon fils !» Quelques secondes, immobile, figé. Ayesh fixa sa mère d'un regard perçant. Il plongea son âme dans ses yeux larmoyants. Ils croisèrent la douleur, une douleur profonde, qui dormait dans leur cœur. Il voulut taire sa souffrance et rassurer la mère. Il ne trouva pas les mots, il resta muet. Ils restèrent debout à se regarder et cherchèrent l'un comme l'autre à se faire soulager. Hélas, la mère et le fils ne pouvaient l'un pour l'autre que vivre en communion. Ah ben. C'est émotionnel quand même. Je vais bientôt y arriver en tout cas, hein. Je ne suis pas très loin. C'est bien, bon courage. Bon courage en tout cas, je trouve beaucoup de plaisir. Hein, donc, c'est très joli. Alors justement, Monsieur Farchouli, ce que je disais d'ailleurs ce matin dans la salle de maquillage en parlant à mes collègues, en fait c'est un roman où on s'identifie. Donc même si nous, par exemple, nous sommes nés, nous avons grandi dans la ville, donc on connaît un petit peu la ville, mais on s'identifie quand même au roman. Donc même si ce n'est pas vraiment l'aventure, nous n'avons pas vécu l'aventure de Ayesh, mais c'est une aventure qui nous parle beaucoup. C'est une aventure où on s'identifie, on la connaît, on se reconnaît déjà autant qu'Algérien dans cette aventure.
Quel est le secret? Comment vous avez fait pour nous entraîner tous et faire en sorte qu'on se reconnaît tous dans le roman? Bon, là, vous savez qu'en littérature, le roman, l'écriture d'une manière générale, on est face à une réalité, face à l'histoire. Et là, on ne peut pas y échapper. Là, je parle du vécu, dans les deux romans. Hein. Oui. Et il y a quand même beaucoup de réalité à l'intérieur. Il y a ce n'est pas uniquement du vraisemblable, mais c'est du réel. Du réel, bien sûr, transformé en forme de fiction. Oui. Donc, c'est du vécu, c'est des jeunes, tous les jeunes qui sont là, les personnages des deux romans d'ailleurs, c'est des jeunes qui ont vécu, ils ont vécu la campagne, ils ont vécu la ville, donc automatiquement, tout le monde va se retrouver quelque part. Oui. Et vous n'êtes pas la seule d'ailleurs à le dire. Et la dernière fois aussi, quand on a fait le premier roman, Amel l'avait bien signalé, exactement. Et d'autres, bien d'autres, des amis qui ont lu le roman, surtout le premier roman, il est vraiment lu et je suis à la deuxième édition. D'accord. Oui, la première est déjà épuisée. Oui. Donc, même les gens, ils le font remarquer. Ils me disent, quelque part, c'est moi. Oui. Quelque part, c'est moi. On se reconnaît. On se reconnaît quelque part. Et c'est ça, finalement, l'écriture, normalement, c'est ça. Et c'est une écriture, là, qui ne meurt pas. C'est-à-dire qui ne tombe pas uniquement dans l'histoire. Mais ça continue. Et ça va rester à tout moment. Les gens vont se reconnaître à l'intérieur. Toujours d'actualité, effectivement. Ça restera. Parce que finalement, il faut dire, M. Farchouli, ce sont des histoires qui se répètent. Donc, ce sont des aventures où chaque génération, finalement, à un moment donné, on a des jeunes qui sortent un petit peu on va dire, du cadre ou de la loi du village ou de la loi de la ville, d'une manière générale. Donc, c'est un peu les rebelles, on va dire, de la communauté. C'est selon les âges. Voilà. Parce qu'il y a quand même l'évolution de l'individu. Nous avons l'adolescence, parce que là, il y a beaucoup plus de l'adolescence. Et un adolescent, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui essaye quand même de forcer la main à la vie. Il y a cet esprit de concurrence, cet esprit de rivalité, donc cet esprit de recherche. Il cherche sa vie à lui, parce que finalement, l'écriture, comme j'ai dit, l'auteur, il cherche quelque chose au-delà de l'histoire, au-delà de la réalité. C'est un peu le rêve. C'est le rêve de changer le réel, de changer la vérité, de changer la réalité du terrain et d'aller plus loin. Et surtout, ça se fait beaucoup plus à l'âge adolescent. Voilà, alors vous nous emmenez dans l'histoire de Ayesh à travers l'écho du village. On continue avec Sur les sentiers de la vie. C'est toujours Ayesh, l'acteur principal, qui est un petit peu notre fil conducteur. Un roman, un troisième, n'est-ce pas, qui est en train de... Il est en train de se confectionner. De se confectionner pour bientôt. J'espère qu'il ne tardera pas. Bon, je ne vais pas quand même donner de... Comme j'ai fait pour le premier, parce que quand je suis passé ici pour le premier, j'ai donné quand même, j'ai donné un petit peu la date et j'ai tardé. D'accord. Je n'ai pas respecté le temps, on va dire donc je ne le ferai pas. Alors on va dire que ce sera pour bientôt. Alors le troisième roman, c'est toujours Ayesh. Donc on va toujours suivre. Ayesh va continuer, bien sûr. Il va se marier d'ailleurs. D'accord. Il va se marier dans le troisième roman. Et là aussi. C'est une autre aventure. C'est une autre aventure parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont surgir et il va essayer de les aplanir et de régler avec sa maman, avec son père, avec ses grands-parents, etc. Il y a les grands-parents, bien sûr, qui sont assez âgés, qui vont partir, qui vont le laisser. Et pourtant, c'est eux qui l'avaient accompagné, qui l'avaient pris en charge. Donc là, c'est le troisième roman. Je ne vais pas révéler quand même le contenu. Voilà, on ne va pas révéler tout le contenu. Une fois qu'il sera édité, vous êtes le bienvenu pour partager avec nous. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de réussite pour le troisième. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Marhaba bik. En tout cas, merci à vous. Vous avez fait quand même le déplacement de Bjaya jusqu'ici. Je l'ai fait hier. Bon, malheureusement, c'était bloqué un petit peu à la rentrée parce que c'était hier soir. Et puis, j'ai passé la nuit
pratiquement une nuit blanche. Alors, on vous laissera vous reposer aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle M. Mohamed Bachir Farchouli, vous êtes déjà enseignant de langue française et aussi je suis romancier. enseignant de langue française. Je suis parti du primaire et je suis actuellement à l'université. À l'université. Vous avez fait le parcours normal, finalement. En tout cas, merci beaucoup. Très belle continuation. On continue et cette fois-ci, c'est Samira Hadjamal qui nous fait découvrir le Nasij Home et on se retrouve juste après. مايد واتقود في ايدي واللي ذليل درت سيدي ارخوص تعود تمالي شان جماعتي اللي نبغيهم واللي Les tisseuses, elles sont principalement dans des villages perdus où il n'y a rien du tout autour. C'est des femmes qui ne sortent pas de chez elles. Elles n'ont pas de métier, c'est des femmes au foyer. Donc reprendre le tissage, ça a été vraiment une aubaine pour elles. D'abord, c'est revenu d'argent parce que c'est devenu un revenu pour elles. Il y en a une femme, par exemple, elle a pu envoyer sa fille à l'université. Une autre qui est veuve, maintenant, elle est complètement indépendante financièrement. Et c'est des femmes qui savent que tisser. Donc moi, mon travail, c'était de leur montrer ma manière de tisser, parce que moi-même, j'ai dû revoir tout ça. Je voulais arriver à un tissage complètement différent, où le tapis soit très léger, avec un aspect complètement différent des tapis de nos grands-parents, de nos grands-mères. Et arriver à ce résultat-là, ça m'a rapporté quand même une satisfaction. حرمت الستين اللي في صواره تحرقنا بصاد النيران جاء محمد واصحابه نصاروا. Pour être tisseuse, c'est un processus qui est long, donc qui demande de la patience et qui demande de la certitude, c'est-à-dire que c'est des centimètres. Si on ne pose pas bien le fil au bon endroit, on rate un tapis. Et un tapis, c'est 2 mois, 3 mois de tissage. Donc, c'est des femmes qui sont très concentrées, intelligentes. Ils ont un esprit un peu de géométrie dans leur tête, sans aller à l'école ou sans apprendre cela. Ça a été transmis par les grands-parents. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de devenir tisseuse, au fait. Le tapis blanc avec des losanges, donc ça a une signification berbère. C'est un tapis qui a toujours existé là où il y a eu les berbères, donc le nord d'Afrique, bien sûr, notamment. Et je me suis inspirée des magazines et je voulais ce tapis pour chez moi. Personne ne pouvait le faire. Et c'est ça qui m'a poussée à le faire moi-même. Donc, je ne m'arrête pas là. Le fait d'être derrière les fils et tisser, et ça m'a permis de me retrouver avec moi-même et ça m'a permis aussi de me construire. J'étais jeune, je me suis diplômée d'une université qui m'a donné une formation qui m'a permis de voir beaucoup d'aspects dans la vie. On a beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de lectures. C'est une université qui m'a permis de lire chaque semaine un livre et ça m'a reconnectée avec moi-même et mes ancêtres. Donc peut-être c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et de retour sur le plateau et nous, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art. Nous allons nous intéresser à l'art plastique, nous allons nous intéresser à l'espace. On peut dire que l'espace est de l'art? Oui. Oui, c'est de la science, c'est aussi... C'est de l'art, oui. C'est de l'art, c'est une évasion. Hein. Oui, n'est-ce pas? Donc oui, l'espace, c'est de l'art. Nous allons nous intéresser à l'art plastique et nous allons nous intéresser à l'art naturel, on va dire. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors vous l'auriez compris, ce sera en compagnie de nos invités, donc à savoir deux étudiantes qui représentent donc le club scientifique de l'université Alger 1, à savoir Malik Amira. Bonjour. Bonjour. Et aussi Yasmine Bouktir. Bouktir. Oui. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour à vous. Et parmi nous également notre invité Abdelhalim Sellami. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, artiste peintre.
Alors, les filles, vous représentez un club scientifique, c'est Quanta Club. Quanta Club. Voilà. Quanta Alors, Club. Quanta Club, ça veut dire quoi? Donc Quanta, c'est la plus petite unité de la physique. Donc voilà, le club était... Non. Unité de mesure. Oui, Unité de mesure, exactement. d'accord. Oui, voilà. Donc, le club c'était créé par des étudiants en physique. En 2000, il s'est désactivé et réactivé en 2021 par les étudiants. Donc, il encourage de la diversité des différents domaines et il fait créer des liaisons entre les domaines, donc tout ce qui est mathématiques, informatique, physique et biologie. Voilà. Voilà, tout ce qu'on aime. Quoi. Voilà. Mathématiques, physique. Exactement. Tout ce qu'on aime faire à l'école, finalement. Oui. Donc, on organise aussi des événements scientifiques au niveau de la fac centrale, l'université AGR. Très bien. Alors, Yasmine, ça va être un événement, cette fois-ci, que vous allez organiser. On l'a déjà organisé. Très bien. Ça va être autour de l'espace. Oui, cette voilà. fois-ci, alors, c'est un événement qui consiste en quoi? Alors, l'événement s'appelle Race to Space. C'est la deuxième édition de cet événement. On l'a présenté hier, le 14 décembre. Alors, c'était une édition formidable. J'imagine. Ah oui, c'était extraordinaire. On a eu la chance et l'honneur d'avoir des conférenciers qui étaient vraiment, qui savaient ce qu'ils présentaient. Alors, on a organisé 3 conférences par M. Rahmani Yassine, par M. Ghaliga Hassan Ahmed et M. Nasser Bouziane. Alors, la première... Alors, vous saviez qu'Ahmed Ghaliga Hassan est notre collègue aussi? Oui, oui, je sais, oui. Et à chaque fois, il nous fait 3-4 minutes comme ça d'astronomie avant de commencer. Oui, il est incroyable. La conférence je vous l'accorde. Oui, la conférence d'hier qu'il a présentée, ça portait sur l'astrobiologie, donc le thème de cette année. Le thème de l'année passée, c'était l'astrophysique. Donc, notre club aime mélanger les sciences, donc la physique avec l'astronomie, la physique avec la biologie. Voilà. Et donc, hier, on a eu 3 conférences. La première conférence était avec M. Rahmani Yassine sur l'histoire de l'astronomie. La deuxième conférence était avec M. Ghaliga Hassan Ahmed sur l'astrobiologie. Et la troisième conférence était une exclusivité pour notre club. Alors, il a présenté, M. Bouziane Nasser, il a présenté une hypothèse qui n'a pas encore publiée. D'accord. Donc, c'était... quelle chance! Oui, on a eu de la chance hier vraiment d'avoir ces gens avec nous, d'avoir ces chercheurs, parce qu'ils travaillent au CRAG, donc le centre d'observation et de recherche, ici à Bouzaléa, je pense. Il a présenté l'influence des rayons cosmiques sur les micro-organismes, sur les comètes. Donc voilà, ça c'était pour le programme de la matinée. Le programme de l'après-midi, on a eu 2 workshops. Donc on a eu le premier, oui voilà, c'est des ateliers. Le premier atelier c'était comment utiliser l'application Stellarium, présenté par Monsieur Mustapha, désolé j'ai oublié le nom, Ben Gasmian, voilà. Et le deuxième workshop c'était comment créer et utiliser un télescope, présenté par M. Bouziane Nasser. Donc, quand vous dites workshop, c'est vraiment de la pratique. Donc, les étudiants étaient là, appelés à faire de la pratique, appelés à manipuler finalement, télescope, application, etc. C'est ça? Oui, voilà. Et à côté de ça, on avait des activités. Alors, les étudiants du club ont présenté dans un stand plusieurs activités. Ils ont essayé de prouver des théories d'Einstein, ils ont parlé des trous noirs, donc c'était très intéressant. Et je pense la cerise sur le gâteau de l'événement, c'était le planétarium qu'on a réussi à avoir. Donc c'était extraordinaire, il y avait de la queue toute la journée, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, c'était ça pour le programme d'hier. À côté de ça, on organise beaucoup de workshops, beaucoup de conférences au cours de l'année. La dernière en date, c'était un workshop d'initiation à Python. Donc on a fait. Donc voilà, c'est le but de notre club, c'est de sortir déjà de la routine de l'étudiant pour casser la routine, mais aussi rester dans la science. Donc au lieu de juste apprendre ce qu'on fait au cours et au TD, on essaye de l'appliquer et c'est ce qu'on fait. Mais on a c'est vraiment joindre l'utile
à l'agréable. Alors voilà. Malek, je reviens à vous. Donc là, on voit que ce sont donc des événements, un programme très très spécifique, donc des thématiques choisies de façon très très minutieuse. Qui s'occupe justement de tracer ce programme, de faire les contacts, de choisir les thématiques, parce que c'est quelque chose quand même de pas facile à faire. Exactement. Donc on a le club c'est constitué par un président, donc Yassir Sami Ayoub, notre président, et la vice-présidente c'est Bekouch Iman. Voilà, donc c'est eux. Aussi on a d'autres membres dans le club. Donc on a ce qui occupe de les relations extérieures et intérieures. Comme moi, donc on retrouve des comment on appelle des sponsors, voilà, des gens pour nous aider dans nos événements aussi. D'autres clubs, d'autres membres, ils cherchent avec les profs, les autres clubs, ils contactent pour travailler en collaboration. Voilà, exactement. Voilà. Là, nous sommes en train de voir quelques images du club. Oui, voilà, d'accord. C'est le planétarium. Exactement. Voilà, c'était vraiment magnifique. Oui. C'était comme si tu sortais de la Terre pendant quelques minutes et faire un tour du système solaire. C'était vraiment l'impression qu'on avait dedans. Abdelhalim, ça vous dit? Ben oui, parce que l'astronomie, c'est déjà dans la peinture avec Wassily Kandinsky, c'est un peintre russe que j'aime beaucoup. J'ai fait même des exposés sur une partie de là où il travaillait sur le cosmos et il y avait vraiment on a cette sensation d'être dans l'espace, quoi. Oui. Et aussi des belles couleurs. Voilà, donc eux, ils nous font voyager dans l'espace, vous nous faites voyager dans vos toiles. Dans mes peintures, justement. À travers vos toiles, à travers votre peinture. Oui, et cette fois-ci, ça va être à travers une exposition. Oui, intitulé Vibration chromatique. Donc il y a beaucoup de couleurs, donc je vais faire là c'est un voyage dans les couleurs. Dans les couleurs et dans le Grand Sud, dans les oasis notamment. J'ai une exposition de 42 tableaux au sein de la villa d'Ar Abdel Latif, qui est aussi un joyau architectural des 18e siècle. C'est la maison des artistes aujourd'hui. Voilà, donc il y a l'agence algérienne pour le rayonnement culturel qui fait un travail, une continuité, c'est-à-dire Dar Abdel Latif, c'était toujours un lieu de rencontre et de vie, plusieurs peintres nationaux et internationaux qui ont travaillé dans ce site qui est dans les bois des Arcades, donc c'est un beau site. Ça fait aussi plaisir d'exposer dans cet endroit et qui se prête bien pour les expositions. Donc, il y a dans cette panoplie de tableaux, il y aura des peintures avec de l'architecture comme toujours. C'est des façades, c'est des oasis. Alors justement, vous avez ramené quelques tableaux. On pourra peut-être commencer par le premier, celui-là, donc si vous arrivez à voir. Donc là, c'est une simple de vue. C'est des femmes voilées, c'est des femmes dans le costume traditionnel, le haf. C'est des annonciatrices de mariage. C'est-à-dire dans un même haf, il se met 2 ou 3 pour faire le tour des villages. Enfin, ça c'est dans le passé, pour annoncer un mariage. Et voilà, maintenant c'est des portes, c'est des façades, je suis toujours influencé par cette route de sel qui lie la région de Togo, Ouadélir, avec Tombouctou, donc, et aussi avec Rdames. Donc c'est un carrefour où il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de va-et-vient, des commerciaux et aussi culturels. Il y a beaucoup d'apports africains
surtout la décoration du mur, la décoration aussi, le tapis ou bien même la broderie de Turgot qui est maintenant connue à l'échelle internationale. Donc moi je m'inspire de ces couleurs justement et ces motifs. J'essaie enrichir ma peinture avec cette ornementation qui fait vraiment un ensemble entre l'architecture qui est le lieu de vie des personnages, notamment des femmes en premier. Justement, il y a vos tableaux qui sont en train de défiler, donc on voit beaucoup la présence finalement de l'élément féminin dans vos tableaux. Donc la femme revient souvent. Revient souvent parce que, bon, pour plusieurs raisons. Je voudrais qu'elle soit fière de sa culture, de ce qu'elle est, de ses origines, parce que pour y aller de l'avant. La femme, on attribue l'éducation des enfants et tout un foyer, la gestion d'un foyer. Donc, il faut bien qu'elle soit sur des bases solides, et une fierté que moi j'ai. Que je vois des femmes qui essayent de se référer à des femmes occidentales ou à des femmes d'autres régions, ça me fait mal au cœur. Donc j'essaie toujours, et avec la contribution de plusieurs femmes qui me disent vas-y, vous nous mettre en évidence et en premier plan. Et donc ça m'a encouragé encore à travailler sans se poser la question pourquoi vraiment la femme, il y a aussi la couleur. Justement, les habits traditionnels donc sont avec des couleurs chatoyantes, plein de décorations. Donc moi je me gêne pas, j'aime beaucoup revenir vers le passé et essayer d'en tirer quelque chose, essayer de raconter à ma façon aux générations futures une façon de vivre, une façon comme je le disais, c'est-à-dire pour combattre avec les conditions climatiques et aussi la raideur de la ville avec le manque de l'eau. Et donc, c'est des gens qui se sont installés de Mac où ils ont rendu le désert un paradis, des oasis vraiment des havres de paix. Donc on ne peut que les admirer et faire de sorte de parler autour de nous et parler, c'est-à-dire de transmettre ces messages à d'autres générations pour qu'ils. Rien ne vient comme ça. Voilà. Alors on revient un petit peu au choix du matériel, au choix de la technique aussi, le choix des couleurs. Donc ce sont toujours les couleurs du sud qu'on revoit. Donc, toujours le bleu, donc le tissu qu'on revoit, donc toujours les couleurs terre, un peu de marron, un peu de jaune, un peu de, n'est-ce pas? Moi je n'invente rien. Je dis toujours que les couleurs c'est eux qui nous choisissent. C'est pas nous qui choisissons les couleurs. C'est-à-dire il faut se lisser, emporté par une couleur après une autre couleur. C'est comme une musique, c'est comme des notes musicales qui font je veux dire un équilibre et une harmonie. Une harmonie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc l'architecture vient souvent aussi avec ces couleurs aussi. J'utilise beaucoup de matériaux qui sont propres à moi pour mettre beaucoup de relief et le travailler comme de la sculpture. Auparavant, c'était la sculpture de stuc sur les façades et les intérieurs de l'architecture, notamment les mosquées, les zawiyas. Maintenant j'interprète cette façon exactement comme à l'ancienne, c'est-à-dire les maîtres bâtisseurs avant, il fait 1 mètre carré avec le plâtre et avant qu'il sèche. Donc il commence à creuser, donc il y a la rapidité et tout ce qui vient instantanément comme motif et comme signe,
moi j'essaye de vivre la même chose, c'est-à-dire avec de la colle blanche et l'enduit. Oui. Donc avant aussi que ça sèche, je suis dans l'obligation de remplir toute une partie avec des motifs. Et donc ça vient, c'est des motifs inspirés de l'inspiration du stuc, de la sculpture du stuc, et aussi d'autres de la broderie de Tougourt, et aussi dans des motifs qui viennent comme ça, un triangle qui donne plusieurs formes, c'est-à-dire plusieurs triangles font un cercle et ça vient comme ça d'un seul coup. Là, je ne sais pas, j'ai quelque chose comme ça qui me passe en tête. Les filles donc, qui travaillent beaucoup au niveau du club pour faire sortir un petit peu les étudiants du quotidien tout en restant un petit peu dans ce beau monde, le monde de l'art, le monde de l'espace. Ouais. Probablement un atelier pour oui, les filles. c'est toujours... probablement, sûr, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Au profit des étudiants. Donc vous êtes invité demain, Inch'Allah, à partir de 15h30, dans un cadre aussi... On fait de bonnes affaires. Villa Abdel Latif, donc c'est un joyau, comme disait architectural, donc... Voilà, ça vous change. Ça va être l'occasion donc demain à partir de 15h au niveau de la Villa Abdel Latif. Donc ce sera l'occasion donc de découvrir l'exposition et pourquoi pas un atelier au profit des étudions prochainement, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce matin. 16h30. Voilà, très bien, donc du 16 au 30. En tout cas, merci beaucoup, très très belle continuation. À vous bientôt les examens, je fais de la pression. On aimerait remercier les gens de la fac. Très rapidement. Donc, monsieur le recteur, le professeur Fels Mourtari, vice-recteur Bendoud, voilà. Donc, tous les gens qui nous ont aidés au sein du club. Donc, merci beaucoup à eux. Oui, voilà, les gens de la fac centrale. Merci beaucoup à eux. En tout cas, très très belle continuation à vous, à tout le club. Donc, rendez-vous pris demain, Inch'Allah, Villa Abdel Latif à partir de 15h. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouverai demain à partir de 8h. Au revoir.